rémunération de ces agents ayant la fonction de secrétaire. Il vous est proposé un montant horaire donc de 20 €. Merci Serge. J'espère qu'il n'y aura pas d'abstention. Y a-t-il des questions? Je sais pas. Si, il va y avoir non seulement une abstention, mais nous ne participerons pas à ce vote, qui est un peu un piège. Évidemment que nous sommes pour le taux horaire que vous proposez, mais c'est une délibération piège, puisqu'en même temps on nous dit qu'on va réduire le personnel. Donc nous sommes contre cette décision de réduire le personnel dans les bureaux de vote. Je n'en dirai pas plus, je vous ai dit en commission que la seule fois où j'avais eu moi des problèmes dans un bureau de vote, des problèmes de compte, c'est la seule fois justement où il y avait cette configuration-là. J'espère pour vous que ça n'arrivera pas. Je trouve que c'est pas très prudent, voilà, c'est tout. Donc on ne participera pas à ce vote. Et je voudrais qu'à l'avenir, dans les délibérations, il y a aussi l'impact budgétaire. Parce que s'il y avait l'impact budgétaire, nous voterions contre. Et là, il n'y a pas d'impact budgétaire. Donc c'est aussi un petit problème de droit budgétaire. C'était la même chose au mois de juin, je crois, Serge. Configuration au mois de juin pour les élections européennes. Oui, j'avais supprimé ce deuxième poste, agent d'accueil. Il a une fonction, d'assistance, si je puis dire, du secrétaire. Hein. Il fournit les enveloppes, mais de toute façon, sachant, oui, cette personne donc, est présente, ce qu'on appelle la table de décharge, quand on arrive dans le bureau de poste, dans le bureau de vote, il est une personne présente au côté du secrétaire. C'est des timbreux. C'est des timbreux. Le détecteur, il propose dans l'enveloppe, il putain. Merci Serge. Bon, en tout cas, on a vécu ce même moment aux élections européennes, ça s'est très bien passé. Et moi d'ailleurs, vous avez voté pour. Y a-t-il d'autres questions en marque? Madame Fagnola. Un point de détail qui a quand même son importance, c'est par rapport au repas. Pour les européennes, il y a eu un problème, on n'avait même pas une bouteille d'eau dans le bureau de vote. Si, monsieur Boutier, vous pouvez préciser, puisque c'est vous qui êtes allé chercher dans la matinée les bouteilles d'eau. Saint-Lambert. Veillons à ce que vous ayez de l'eau et quelque chose à manger. Du vin et du Alors, boisson. monsieur Chapard. Pour les élections européennes, il n'avait pas été indiqué qu'il y avait réduction de personnel. Donc on s'est fait un peu piéger, si vous y allez par là. Et c'est pour ça que je dis que dans ces cas-là, il faut l'inscription budgétaire. Ça permet au moins de voir les choses. Là, vous avez eu la correction et l'honnêteté de dire, c'est très bien, mais moi je ne vote pas pour ça, c'est tout, vous allez le prendre. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Vous vous abstenez ou vous ne donnez pas part au vote? C'était clair dans mon expression. D'accord. Très bien. Merci. Allez, indemnisation des personnels municipaux assurant le recensement de la population. Serge. Le dernier recensement exhaustif date de 1999. Depuis 2004, pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants, c'est une opération annuelle et obligatoire. Son objectif, c'est établir la population légale de la commune pour calculer par exemple le montant de la dotation générale de fonctionnement, c'est-à-dire le montant versé par l'État aux collectivités. Dernier chiffre fourni par l'INSEE pour la population de l'Europa, 19 260 habitants. Son objectif, c'est également de fournir des données socio-démographiques pour ajuster l'action publique, c'est-à-dire prévoir les créations de collectivités, genre maison de retraite par exemple. La méthode, eh bien, c'est 8% des adresses de la commune. En l'occurrence, pour Maurepas, en 2015, c'est 685 logements à recenser. Pour plus ample précision sur le déroulement de cette opération, je vous renvoie sur le magazine de la ville en janvier où il y avait un article. Donc comme chaque année, des agents sont recrutés pour cette opération. Le service administration générale, qui est responsable de cette mission, a recruté cette année encore parmi les agents communaux. La formation dispensée par l'INSEE, l'administration qui pilote cette opération est plus aisée avec du personnel en interne. Par ailleurs, ces agents recenseurs, fonctionnaires, sont soumis à une obligation de réserve des intéressements.
car il recueille auprès des administrés des données confidentielles. Il répond même parfois aux administrés sur des demandes qu'ils ont pour des démarches administratives et les oriente vers les services concernés. La collectivité a de plus la quasi-certitude de ne pas faire face à des désistements en cours de collecte. C'est une opération qui dure 6 semaines, car il y a des exemples de communes qui ont été confrontées à ces situations de désistement parce qu'elles avaient, par exemple, recruté des étudiants. Pour finir le financement de cette opération, la dotation forfaitaire de recensement versée par l'État couvre totalement le paiement des agents recenseurs. Le montant pour 2015 est de 4 169 €. Il sera réparti entre les 5 agents recenseurs au prorata du nombre de logements enquêtés. Merci Serge. Y a-t-il des questions? Bon, je procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Unanimité, je vous remercie. Étant donné que le remboursement est toujours en conseil d'école, je vous propose qu'on repousse la délibération sur la redevance d'occupation du domaine public. Et nous allons passer au débat d'orientation budgétaire. Alors, le débat d'orientation budgétaire, l'article 23.12.1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu au conseil municipal et il doit avoir lieu 2 mois avant le vote, dans les 2 mois avant le vote du budget. Il doit répondre à un certain nombre d'objectifs, qui est de donner lieu à une information sur l'évolution de la situation financière, évidemment, de la collectivité, de permettre à l'Assemblée délibérante que nous sommes de discuter des orientations stratégiques et financières de la ville, et qui préfigurent en tout cas une inscription au budget politique qui lui sera voté fin mars, je crois que c'est le 31, et de présenter également les engagements pluriannuels envisagés. Donc ce débat n'a aucun caractère décisionnel, c'est donc un débat d'orientation et nous ne procéderons à aucun vote à la fin de ce débat. Maintenant, je vais laisser la parole à notre agent de finance, Sylvestre. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose le menu suivant. Tout d'abord, de vous enligner sur un environnement macroéconomique, de faire un focus sur l'environnement national avec le projet de loi de finances 2015. Ensuite, traiter de l'environnement local avec les différents impacts sur le budget 2015. Et ensuite, traiter les orientations budgétaires 2015 avec les différents axes de la mandature, les différentes perspectives financières et les différentes mesures que nous souhaitons et le plan pluriannuel d'investissement. Au niveau de la macroéconomie. Une reprise inégale de l'économie mondiale se poursuit selon le dernier rapport du Fonds monétaire international. Ainsi, la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014, comme en 2013, et passerait faiblement à 3,8% en 2015. Donc deux forces en fait finalement pèsent sur la reprise de l'économie mondiale. D'une part, le niveau élevé de l'endettement et du chômage, qui fait encore ressentir ses effets sur la reprise, et puis un investissement relativement faible qui entraîne une croissance médiocre. Donc, dans les pays avancés, la croissance devrait passer de 1,8% en 2014 à 2,3% en 2015. Un redressement de l'activité qui tient principalement à une accélération de croissance aux États-Unis. La croissance de l'emploi est vigoureuse, les bilans des ménages se sont améliorés et un redressement du marché du logement est perceptible. Dans la zone euro, par contre, une croissance inférieure aux prévisions met en évidence des fragilités persistantes. Une reprise progressive mais faible devrait s'installer. Au niveau des pays émergents, un ajustement à une croissance plutôt faible. La croissance des pays émergents et des pays en développement continuera de représenter l'essentiel de la croissance mondiale, autour de 5%,
Néanmoins, un certain ralentissement s'explique par l'atonie de la demande intérieure et l'impact des tensions géopolitiques croissantes, en particulier sur la Russie et les pays voisins. Donc des risques de dégradation considérables, d'après ce rapport du FMI, notamment, on peut insister sur la persistance d'une inflation faible, c'est-à-dire un risque même de déflation pure et simple, c'est-à-dire une inflation négative, en particulier dans la zone euro, qui pourrait représenter un risque pour l'activité et la viabilité de la dette des différents États membres. Donc en conclusion, nous assistons à une croissance mondiale décevante, un rythme de reprise inégal selon les pays et des risques lourds sur la pérennité de la reprise. Et c'est dans ce contexte qu'a été écrit le projet de loi de finances 2015. Donc au niveau national. Donc en Europe, comme nous l'avons vu, la croissance peine à se confirmer après avoir surmonté la crise du système bancaire, puis celle de la dette dans la zone euro. La zone monétaire européenne est confrontée à une période de croissance faible, croissance molle, alors même qu'elle n'a toujours pas retrouvé le niveau d'activité qu'elle connaissait au démarrage de la crise. Donc l'inflation atteint des niveaux historiquement bas, puisqu'on note 0,3% en septembre dans la zone euro, et ne retrouvera qu'à l'horizon 2017 sa cible proche de 2%, malgré des décisions sans précédent de la Banque Centrale Européenne. Cette situation pèse, bien sûr, sur la capacité des économies européennes à résorber leurs équilibres économiques et celles de nos États, mais également des acteurs économiques, ménages et entreprises à se désendetter. En effet, une inflation et une croissance faible génèrent moins de recettes fiscales et sociales pour les finances publiques. Enfin, le chômage reste à des niveaux dramatiquement élevés, puis il dépasse les 10% et même les 20% chez les jeunes dans la moitié des États membres. En France, la croissance initialement prévue à 1% sera divisée par 2 finalement, impactant fortement les déficits anticipés. La balance commerciale reste déficitaire du fait de la morosité de la reprise de la zone euro. La demande intérieure demeure faible en conséquence d'une pression fiscale inégalée et des ménages anticipant des lendemains qui déchantent. Les investissements en logement reculent de 7% sur l'année 2014 et rejoignent leur plus bas niveau depuis 1988. Pour les entreprises, l'investissement recule également, moins 0,5% sur l'année, malgré la mise en place du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi, le CICE, et le taux des marges des entreprises ne s'améliorant pas. Donc le projet de loi 2015 s'inscrit dans la trajectoire de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 et s'appuie sur 2 piliers. Le premier, donc la réduction du déficit structurel par des économies en dépenses, qui doivent permettre de ramener le déficit public sous la barre de 3% en 2017 et d'atteindre l'équilibre en 2019. À ce titre, un nouvel indicateur devrait voir le jour dès 2015. Un objectif de dépenses devrait être décliné par catégorie de collectivités locales. Les budgets des collectivités territoriales seront plus encadrés, avec un objectif de hausse des dépenses devant se rapprocher de l'inflation. En effet, depuis 10 ans, la hausse moyenne des dépenses des collectivités territoriales est de 4% par an. Deuxième pilier, la mobilisation des moyens exceptionnels en faveur de l'emploi et de l'investissement, en particulier avec la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, c'est-à-dire allègement des charges des entreprises pour favoriser la création d'emplois, allègement de l'impôt pour plus de 4 millions de ménages modestes, revalorisation de certaines prestations sociales, comme le minimum vieillesse et la revalorisation du RSA. Et ce pacte est associé au crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, qui a débuté en 2013 mais qui n'a pas donné de résultats probants. Et il sera donc renforcé en 2015 au vu du résultat de qu'on a vu en 2014. Au niveau du budget de l'État. Le budget 2015 de l'État en dépenses se monte à 368 milliards d'euros et génère un déficit
de 75 milliards d'euros, qui représente, au sens de Maastricht, moins 4,3%, sachant que l'objectif de la Communauté européenne est de 3%. Les collectivités représentent 14% des dépenses, et l'effort qui leur est demandé, de 11 milliards sur 3 ans, c'est-à-dire que l'enveloppe allouée passe de 56,8 milliards à 53,2 milliards dans le cadre, soit une baisse de 6,5%. La charge de la dette, 44 milliards en dépenses, pèse pour 12% des dépenses, et c'est le deuxième poste, après celui de l'éducation nationale, qui se monte à 47,4 milliards. On remarque dans ce budget qu'à la différence des collectivités locales, l'État peut voter un budget déficitaire et emprunter pour couvrir des dépenses de fonctionnement. Nous remarquons également que le poids de la TVA au niveau des recettes, représentant quasiment 50% des recettes de l'État, d'où une forte dépendance aux fluctuations de l'inflation. Au niveau des données d'entrée budgétaire, donc les finances publiques reposent sur deux facteurs économiques qui dimensionnent les recettes budgétaires, la croissance, le PIB, et l'inflation. Ces indicateurs permettent d'évaluer la création de richesses et donc de dimensionner les recettes fiscales et sociales. Donc, au niveau de la croissance, le gouvernement attendait 1% en 2014, lorsque l'INSEE l'estimait à moins de 0,7%, et finalement, il sera de 0,4%. Multiplié par 2. La France devient la 6e économie mondiale, laissant la 5e place au Royaume-Uni. Ouais. En 2015, Avec le gouvernement renouvelle son optimisme avec une prévision à 1%, puis 1,7% en 2006 et 1,9% en 2017. Cette prévision de 1% pour 2015 est déjà jugée encore optimiste selon le Haut Conseil des finances publiques. Au niveau de l'inflation, sa faiblesse suscite des inquiétudes dans toute la zone euro. En effet, une désinflation majeure, comme lorsque l'on vit aujourd'hui, peut mener à une déflation, c'est-à-dire une inflation négative impactant les entreprises et les emprunteurs, donc le dynamisme de l'économie. L'inflation a elle aussi fait défaut aux estimations de l'État, car elle a baissé de moitié par rapport aux prévisions budgétaires. 0,5% versus 6%. Et elle est prévue pour 2015 à 0,9%. Donc croissance et inflation faibles engendrent une baisse significative des recettes de l'État. Donc le gouvernement propose une réduction massive des dépenses publiques pour garantir le financement des priorités gouvernementales. Donc on va voir maintenant les différentes mesures. Donc les mesures proposées dans le projet de loi de finances, c'est une économie de 50 milliards sur 3 ans. Donc en 2015 est budgétée une réduction de 21 milliards d'économies, donc juste sur l'année 2015, 21 milliards, sur l'ensemble des administrations publiques. La loi insiste sur le fait que la réalisation d'économies est indispensable pour poursuivre l'assainissement des finances publiques. Sur les 21 milliards, un effort de 7,7 milliards à l'État, 3,7 milliards sur les collectivités et 9,6 milliards à la protection sociale. Donc au niveau de l'État, 7,7 milliards en 2015, 19 milliards sur 3 ans. Sur ces 7,7, 1,4 milliard sur la masse salariale de la fonction publique. Donc il y aura des créations, 9400 postes dans l'éducation nationale, 405 dans la sécurité, gendarmerie et police, 600 dans la justice, mais suppression de 11 704 postes dans les autres ministères, dont 60% sur la défense. Plus jet, point d'indice. Suite aux événements récents, je pense que cette ligne budgétaire sera revue. 2,1 milliards sur les dépenses de fonctionnement, sur les ministères civils, hors équipement de force, de police et de gendarmerie, dématérialisation des relations avec le citoyen, mutualisation des achats d'État et optimisation immobilière. 2,4 milliards les dépenses d'intervention,
c'est-à-dire réduction des subventions aux associations et aux entreprises, et meilleur ciblage des prestations versées aux ménages. Et 1,9 milliard pour les agences et les opérateurs, comme les agences de l'eau. Au niveau de la protection sociale, 9,6 milliards en 2015 et 20 milliards sur 3 ans. Les branches famille, vieillesse, maladie vont donc contribuer à hauteur de à peu près 10 milliards. Concernant l'assurance maladie, il est question de continuer la négociation du prix des médicaments avec les laboratoires, réduire les prescriptions et continuer le développement des génériques, développer la chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux. Concernant la politique familiale, des pistes ciblant les familles et les classes moyennes ont été évoquées. Une division par 3 de la prime à la naissance, une réduction de la durée du congé parental, une diminution des aides à la garde d'enfants et une modulation des allocations familiales selon les revenus. Au niveau des collectivités, 3,7 milliards en 2015 et 11 milliards sur 3 ans. Donc c'est un rabot de 11 milliards sur un rythme régulier de 3,7 milliards par an, après une baisse initiale qu'on a eue en 2014 de 1,5 milliard. C'est une diminution en 2015 de moins 6,5% de l'enveloppe normée, et ceci réitéré chaque année. Cela correspond d'après les analyses à une baisse brutale sur 3 ans, représentant 43% de la capacité d'autofinancement des collectivités locales. Donc il en ressort un effort significatif demandé au bloc communal, et plus important que celui demandé au ministère, puisque le secteur local représente 9,5% de la dette publique, mais va porter 22% d'efforts. Donc la répartition de l'effort entre les 3 catégories de collectivités territoriales sera proportionnelle à leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi, les régions contribueront à hauteur de 12%, les départements 31% et l'ensemble du bloc communal à hauteur de 56%. La principale dotation concernée par cette diminution, bien sûr, est la dotation générale de fonctionnement. Pour les collectivités, le coefficient de variation, donc entre 2014 et 2015, cette réduction passe de 588 millions en 2014 à 1,5 milliard en 2015. C'est un rabot de moins de 150% en un an. Il y aura forcément des conséquences sur l'investissement. Suite à l'impact sur la DGF, nous avons bien sûr le FCTVA, donc c'est le Fonds de compensation pour la TVA relatif aux investissements. Donc les collectivités récupèrent une partie de la TVA de leurs investissements, a fait l'objet de débats, suite notamment aux effets de plan de redressement des finances publiques, et le taux passerait de 15,7% à 16,4% en 2015. Et toujours avec un versement l'année N+1. Ensuite, la péréquation horizontale, qui permet aux communes les mieux dotées de soutenir les moins favorisés, sera substantiellement renforcée. Ainsi, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, sous son petit nom le FPIC, progressera de 210 millions en 2015, c'est une hausse moyenne de 36,8%, et de 220 millions en 2016 pour atteindre 1 milliard en 2016. La croissance de ce fonds sera variable selon les communes, car la contribution par habitant des communes dont les ressources sont les plus élevées sera 7 fois plus importante que celle des communes les plus en difficulté. Donc c'est une péréquation brutale, peu lisible, et avec de nombreuses variables. Enfin, un bilan FPIC sera présenté au Parlement le 1er octobre 2015 afin d'évaluer la soutenabilité pour les contributeurs. Au niveau des leviers supplémentaires, dans ce budget, nous avons des cessions d'actifs. Michel Sapin annonce des cessions d'actifs pour un montant global de 4 milliards, donc des parts sociales, d'actions, de l'immobilier, et une somme qui servira au désendettement. Au niveau des prélèvements obligatoires, donc cela désigne tous les versements, impôts plus cotisations sociales, effectués par des personnes physiques, particuliers ou entreprises, pour financer les dépenses. Le taux passerait de 44,7% du PIB à 44,6% du PIB en 2015.
C'est une baisse des prélèvements de moins 0,1% qui pose question tout de même, puisque l'assiette étant le PIB qui augmente de 0,6%, on se pose la question quelque part, c'est une hausse non affichée des prélèvements de 0,5%. On peut remarquer sur le graphe une hausse de quand même plus 70% des prélèvements obligatoires sur le dernier demi-siècle. Une pression fiscale sans précédent, puisqu'on atteint à peu près 50% du PIB. Alors, au niveau des impacts des mesures. Donc, toutes ces mesures vont permettre à un déficit public prévu à 3,6% en 2014 et passé à 4,4% en 2014, donc finalement, et ne devrait refluer qu'à 4,3% du PIB en 2015. Donc une baisse finalement du déficit public de moins 0,1%. Alors le chiffre a été revu à 4,1% en décembre, suite à l'aller-retour entre Paris et Bruxelles. L'engagement auprès de Bruxelles de descendre tous les 3% est repoussé de 2015 à 2017, avec un retour à zéro évoqué pour 2019. Donc en bref, le gouvernement a choisi d'adapter le rythme des réductions des déficits à la situation du pays, une croissance atone et une inflation faible. Au niveau de la dette publique, donc elle est aujourd'hui à 95% du PIB. Elle a franchi les 2000 milliards en 2014, avec une hausse de 77 milliards cette année. Donc elle pèse pour 80% en gros sur l'État, 10% sur la sécurité sociale, 9% sur les collectivités. Elle a augmenté plus que la moyenne européenne, qui est aujourd'hui au-dessus. Elle grimpera à 98% en 2016, avant de retomber peut-être en fin de mandat en cas d'une reprise de la croissance. On notera tout de même sur le graphe de gauche une hausse, donc c'est la partie rouge, une hausse, la partie bleue, une hausse de la dette des collectivités territoriales relativement basse en regard de celle de l'État. Alors que le poids de l'effort demandé aux collectivités représente 20-22% de l'enveloppe des 50 milliards. Je vous propose maintenant de passer à l'environnement local. Donc, de nombreux facteurs vont impacter notre discussion budgétaire à venir. Alors, outre les impacts fiscaux qu'on va voir ultérieurement, il est nécessaire aussi de comprendre la gestion de notre commune ces dernières années, puisqu'il faut regarder la gestion sur plusieurs années pour se rendre aussi du dynamisme. Bien sûr, la fiscalité va aggraver, mais il faut aussi regarder le passé. Donc là, je vous propose une rétrospective des comptes 2010 et 2013, donc c'est les CA. 2010 et 2013. C'est une analyse qui permet de mettre en exergue la trésorerie qui est générée par chaque exercice. Alors, ne sont pas intégrés, bien sûr, dans cette trésorerie tous les charges et les recettes encaissables, non encaissables ou non décaissables. Donc, on a retiré, bien sûr, les résultats, L-1, les amortissements qui ne génèrent pas de flux financiers. Donc, juste pour donner quelques définitions, nous avons l'épargne brute, qui correspond à la différence finalement entre les recettes et les dépenses de fonctionnement récurrentes et liquides, encaissables et décaissables. Cet indicateur reflète la capacité à rembourser la dette sans recourir à des ressources exceptionnelles et à autofinancer les investissements. Les cessions immobilières, par contre, sont inscrites en épargne nette et non brute, car elles ne représentent pas un caractère pérenne. Au niveau de l'épargne nette, finalement, c'est l'épargne brute moins le remboursement du capital et le solde du budget de fonctionnement, de l'investissement. Et ensuite, nous avons le ratio encours de la dette, ou alors stock de la dette, divisé par la capacité d'autofinancement, qui permet d'apprécier la capacité